Klatusch lafa uchnoi. Enkokash klofosnep finkupi. Angable NordVPN non chou. Je vais vous raconter une histoire invraisemblable. L'autre jour, je naviguais paisiblement sur napstaweb.com, tout allait très bien, et puis boum. Un hacker du consortium mal intentionné essaya de voler mes données. J'ai directement payé en cash le VPN du Nord, communément appelé NordVPN. D'un seul clic, j'ai pu télécharger les pires softwares, m'introduire sur le darknet, me procurer des blasters intraçables, localiser le hacker, tester des marques de soda introuvables, tuer le hacker et télécharger certains films démentiels avant même que les réalisateurs n'y songent. Je suis un pirate de l'espace. Ne faites surtout pas ça chez vous, c'est un métier. Au 21e siècle, il y a d'autres trucs cool à faire avec NordVPN, genre protéger ses données. En gros, installez l'application, connectez-vous et laissez-vous crypter. Vous serez anonymisé sur le web, où que vous soyez. La vitesse de connexion, parlons-en. 6000 serveurs dans plus de 50 pays. C'est le VPN le plus rapide au monde. Le service client en français, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous pouvez faire toutes les choses illégales dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, mais je vous conseille fortement d'éviter. Déjà de 1, parce que vous n'avez pas besoin d'armes, et de 2, vous avez besoin de films, donc payez les gens qui les font. Engdong flak, dong ding dong link. Nos gamanen dego bo. Non tiku. Und Schumbing vom Patotung Gratudu. Oranko Vedge. Lakin Pochla. Megong Vega. Excellent, n'est-ce pas? Qu'en vous abonnant à ce lien, vous aidez la chaîne, puisque nous touchons une part sur les ventes effectuées. Excellent, n'est-ce pas? Et je pourrais acheter des armes. Non, parce que, c'est mon métier, j'en ai besoin, vous comprenez. Lakitum. Brumteko. Bonsoir citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et vous le savez, je suis un passionné de science-fiction, mais peu de gens savent que mon autre passion, c'est l'obituarophilie. Et oui, mon cœur s'arrête dès que j'aperçois un faire-part de décès. Chacun d'entre eux constitue un vrai témoignage du passé. Des documents nous donnant de nombreuses informations sur l'histoire avec un grand H. De nombreux spécialistes recueillent des collections allant jusqu'à des milliers de pièces afin de reconstituer la vérité historique de ces personnes décédées. Vous êtes nécrophile. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais moi ce que ça veut dire? C'est quoi toutes ces lettres? Ça, ce sont des invitations à la soirée de floraison des cinglants du Goldplach Nisbik. C'est étrange. Normalement, les cinglants se fêtent lors du passage du chameau épique devant la lune de Nostral. Et puis, d'habitude, c'est en plein été, alors que là, on est en novembre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé ce machin violet dans le couloir. C'est pas la première fois que je le vois, et je sais toujours pas à quoi ça sert. Je peux te sauver le fichier à flash? C'est un ordinateur, Slexno. Un ordinateur? Un ordinateur. Et pourquoi faire? Pour faire plein de choses. Comme quoi? Des calculs. Plein de calculs. Énormément de calculs. Et quoi d'autre? De la musique aussi. Et quoi d'autre? Ça peut servir de générateur. Waouh, impressionnant. Vous savez l'utiliser, du coup? Non. Mais comment vous savez qu'il remplit toutes ces fonctions? Va dormir, s'il te plaît. Des fois, j'aimerais être à ta place, Léopold. La science-fiction a pour but de prospecter le futur, de l'imaginer, d'essayer de pousser la réflexion sur ce que deviendront les sociétés, tant au niveau social qu'économique, politique, scientifique, technologique, etc. Néanmoins, et c'est un détail important, elle le fait aussi dans un but de divertissement. Et en cela, elle n'a aucune obligation de réalisme. À part le sous-genre de la hard science, dont la profession de foi est justement d'être en accord avec les connaissances scientifiques de son temps, la science-fiction peut donc faire ce qu'elle veut, et si au final ses trouvailles finissent par se réaliser, tant mieux. Allô? Et en même temps, c'est inévitable qu'avec des milliers de films et de livres, on finisse par tomber juste. Mais si elles ne se réalisent pas, rien de grave ici, à part pour les fucking voitures volantes et les overboards, merde! Au 21e siècle, notre vie n'était qu'un mensonge! Arrêtez, on a quand même le Spätzle Fuchsia Flash. T'avoueras que c'est quand même moins fun. Ça dépend, regardez. Y a que 2 boutons, mais quand on appuie dessus... Coupe cette musique. Nous sommes tous morts. Donc je disais, rien de grave, puisque l'objectif n'est pas de tomber juste, mais bien de laisser libre cours à l'imagination. Si vous voulez du réalisme, outre la hard science, vous pouvez toujours vous tourner du côté de la futurologie, ou la prospective en français, une science qui a cette ambition. La SF cherche donc à émerveiller, à trouver des idées qui vont pouvoir, avant toute chose, créer un univers et lui donner une cohérence. Et cette cohérence, elle passe inévitablement par les technologies et particulièrement les objets du quotidien. Car lorsque l'on établit un univers fictif, l'un des meilleurs moyens pour impliquer le public et lui faire comprendre rapidement la vie que mènent les personnages, c'est de leur présenter des évolutions concrètes dans la vie de tous les jours.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la SF s'est particulièrement surpassée dans le domaine. On ne compte plus les trouvailles high-tech qui ont grandement participé à ancrer certaines œuvres dans l'imaginaire collectif. Plus besoin de coquillages. Et autant certaines inventions étaient un franc succès, autant d'autres n'ont juste aucun sens. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai appuyé sur les boutons. J'ai fait différentes combinaisons. Je pensais qu'il allait s'arrêter, mais... Bravo Slexno, tu viens de rebooter le système. Et après? Après quoi? Le reboot. Du système? Oui. Eh ben faut réinstaller le logiciel interne. Il y a un mode d'emploi. C'est gros. Un produit avant sa mise sur le marché doit remplir plusieurs fonctions. Il doit répondre à un besoin, en premier lieu évidemment. Être pratique aussi ou ergonomique s'il doit remplir une fonction particulière. Et enfin, être beau et stylé. Et c'est d'autant plus vrai en science-fiction car l'objet qui sera présenté devra très rapidement marquer le spectateur. Mais à mon sens, il y a une caractéristique supplémentaire que doit absolument avoir l'objet futuriste. C'est celui d'apporter une réelle plus-value dans son utilisation par rapport à l'objet qu'il remplace. L'un des exemples qui m'avait le plus marqué, c'est celui du couteau grille-pain d'H2G2. Il correspond à tout ce que l'on attend d'une bonne trouvaille technologique de SF. Il est clairement stylé puisqu'il reprend l'idée des sabres laser de Star Wars, il fait donc appel à tout un imaginaire et répondrait au fantasme de millions de consommateurs potentiels de jouer les Luke Skywalker au petit-déj. Pour le côté pratique, il améliore le quotidien sur plusieurs aspects car il remplace deux objets que sont le couteau et le grille-pain en un seul. Et il prend moins de place. Il est aussi plus rapide puisque les tranches sont immédiatement grillées à point. Et des exemples, il y en a plein d'autres. Le maquilleur automatique du 5e élément qui en une seule boîte remplace tout l'attirail de maquillage qu'on est obligé de se trimballer en voyage. Ou encore le micro-ondes du futur qui transforme une matière première réduite en un joyeux festin. Une idée que l'on retrouve à la fois dans Retour vers le futur mais aussi dans le 5e élément. Yan. Good. Ce dernier exemple, il pose d'autres questions, parce que autant le couteau grille-pain est objectivement une invention de qualité, qui satisfera tout le monde, autant certains objecteront concernant le micro-ondes. Quid du goût? Quid des effets de ce type de produit sur le long terme? Autant de questionnements sur le rôle des produits du quotidien. Une tendance, mine de rien, assez récente dans votre histoire. Ces questionnements peuvent même aller beaucoup plus loin. On pourrait aller jusqu'à remettre en question le fait de lancer un produit sur le marché, même s'il rend un service plus grand que son prédécesseur, car d'autres considérations pourraient prévaloir, les considérations écologiques notamment. Hey capitaine, vous avez une rototurbine avec manchon stabilisé et faisceau laser de visée pro-évolutive? Tu veux dire une visseuse avec une petite lumière? Ça fera l'affaire. Ce rapport avantage apporté coût écologique pourrait s'appliquer au cas des transports à sustentation, grand fantasme de la science-fiction. Attention, je ne parle pas des voitures volantes, je parle ici de moyens de déplacement semblables au speeder de Luke Skywalker. S'il facilite en effet les déplacements puisqu'il peut aller aussi vite sur terrain accidenté que sur terrain plat, au final, il ne représente aucun avantage supplémentaire par rapport à une voiture. Et c'est là où on peut commencer à s'interroger sur le fait de produire ou non ce genre de véhicule. Déjà, il y a la question du coût qui apparaît toujours lors de l'émergence d'une technologie. Tant qu'il sera bien plus cher de produire des systèmes de sustentation par rapport à des pneus, la technologie ne se développera pas pour les particuliers. Mais une fois cette question réglée, une société pleinement évoluée et qui prendra en considération l'ensemble des paramètres de production, et là j'inclus son impact environnemental, pourra aussi décider qu'il vaut mieux rester à la bonne vieille roue. Bah oui, parce que les systèmes de sustentation, peut-être qu'ils ont un impact bien plus grand que les pneumatiques. À la fois la production, empreinte carbone plus élevée sur l'ensemble de la chaîne de production, avec en plus, pourquoi pas, rejet de déchets hautement radioactifs, mais aussi dans l'utilisation du véhicule. Rien que pour faire léviter ce tas de ferraille, et qu'il reste en place, il faudra développer bien plus d'énergie qu'une voiture, tout connement posée sur ses roues. Et encore plus lorsqu'il faudra déplacer tout ça. Pour résumer, c'est pas parce que c'est plus cool qu'il faut le faire, et qu'on prendra la décision de le faire. Et ça, des fois, ça a été oublié dans la science-fiction. Parce qu'il arrive que certains des produits qui nous sont présentés ne sont là que pour faire futuriste. Je pense notamment à l'échiquier holographique dans Star Wars. Alors oui, waouh, c'est le futur! Mais en réalité, ça n'a aucun intérêt de faire ça. On est ici dans le gadget total. Ça coûte en énergie, et avec l'obsolescence programmée, le truc va tomber en panne au bout d'1 an. Alors qu'avec un plateau et des pièces en bois, hop, tu peux jouer pendant 400 ans si tu veux. La corde laser qui maintient ces deux personnages dans The Mandalorian. Franchement, c'est ridicule. Quel est l'intérêt de ce truc par rapport à une simple corde? On pourrait penser pareil des barreaux laser d'une cellule de prison. Une simple coupure de courant et tout le monde peut se barrer. Sauf que dans la mesure où ces lasers peuvent blesser les prisonniers, elles ajoutent tout de même un effet dissuasif que les barreaux classiques n'ont pas.
Là encore, il faut faire un arbitrage entre poids positif et négatif. Et ne parlons pas des écrans transparents. Waouh, c'est trop stylé. Regardez, tout le monde peut voir ce que je fais sur mon écran. Je n'ai plus aucune intimité. Et avec ce genre de merde, en réalité, t'y vois rien. T'es toujours obligé d'être devant une surface sombre, sinon tu vois pas l'affichage. Vous pouvez me croire, je connais, hein. Et c'est la même chose avec les hologrammes. J'ai connecté le multiflux au Spätzle. Et la musique stressante s'est arrêtée. Très bien. Par contre, il y a un truc bizarre. Bizarre. Oui, de temps à autre, il y a une voix de robot qui dit... Je suis la bombe. Je suis la bombe. Je vous conseille de jeter tout ce joyeux bordel par le sas. Excellent. Pourtant, même certaines inventions objectivement nulles de la science-fiction peuvent avoir un intérêt dans le récit puisque, je le répète, l'objectif n'est pas d'être réaliste, mais bien de porter un propos et de construire un univers. La banane rose goût sushi dans le 6e jour avec Schwarzy, c'est très clairement l'idée la plus merdique qu'un industriel pourrait avoir. Il faudrait immédiatement balancer par le sas la personne qui produirait ça un jour. Mais cela nous informe en un éclair que dans la société de ce film, la malbouffe américaine est devenue un maître étalon. Que le bon goût n'existe plus, qu'il n'y a plus aucune valeur ni morale, ni d'espoir d'ailleurs, mais on va dire que j'en fais trop. J'aime manger. Idem pour la fonction multicanal de Retour vers le futur. Il est très improbable que ce type de fonctionnalité soit proposé sur un écran, puisqu'il est parfaitement impossible de comprendre quoi que ce soit en regardant 6 programmes en même temps. Mais là n'est pas l'important, puisqu'avec ce simple plan, Zemeckis cherche à nous transmettre plusieurs messages. Les dérives de la société de consommation, les médias, la perversion de la jeunesse, hein, parce que c'était mieux avant. Bref, vous voyez où je veux en venir. Au final, toutes ces inventions et gadgets sont donc là pour parler de notre rapport à ceci et ce que cela dit sur nous. Parce qu'autant le multicanal de Retour vers le futur 2 peut paraître ridicule, autant toi, là, devant ton écran, peut-être qu'en regardant cette vidéo, t'as pas hésité à regarder ton portable de temps en temps, hein, perdant au passage la concentration nécessaire sur le propos tenu ici. Ou peut-être que tu t'es laissé aller à le mettre en vitesse x2, hein, parce que t'as pas le temps. Alors on pourra me rétorquer que c'est parce que la vidéo n'était pas assez intéressante. Et j'en conviens, c'est une des explications possibles. Et je ferai mieux la prochaine fois. Mais s'il y a une chose à retenir ici, c'est que c'est pas parce que les sociétés, les industriels ou les marketeurs nous proposent des gadgets inutiles et des fonctionnalités de merde qu'il faut les utiliser. Ce choix qui est le nôtre est important, il est signifiant, il conditionne la société que l'on souhaite. Et cette responsabilité, elle vaut autant pour une banane goût bacon que pour une vidéo au titre putaclic qui, au lieu de parier sur votre intelligence et votre saine curiosité pour vous faire cliquer, préférera parier sur vos instincts primitifs issus de votre cerveau reptilien. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous souhaitez être considéré. C'est bon, capitaine. Tout est réglé. Super. Il a explosé en plein vol? Ah non, je ne jette rien dans la nature. C'est bien. On a croisé une benne cargo déchets. Je l'ai mis dedans. Ça, c'est pas bien. Pourquoi? Je l'ai mis dans les déchets ménagers. Tu as conscience que tout ceci va finir éparpillé dans l'espace? Ne change pas de sujet, Zarbut. J'ai vérifié pour la fête des cinglants, c'est l'année prochaine. Ce qui veut dire Ouais... que toutes ces personnes qui vous ont envoyé ces invitations se sont trompées. Oh, bah mince, non! Ne me remerciez pas. Allez, au revoir. La Cosmo Brigade des déchets vient de nous envoyer une facture pour la destruction d'une de leurs bennes, ainsi que pour le nettoyage des diverses ordures et particules radioactives sur 500 000 km3. Vous ne voudriez pas plutôt dormir la nuit ? Faudra bien faire la différence entre le faire-part de décès, hein, qui est un document imprimé à l'intention des familles, et l'avis de décès, qui lui est destiné aux journaux. Les premiers, c'est des vraies pièces de collection, avec des fois un savoir-faire artistique, des informations sur le cadre historique de l'époque, et surtout une charge émotionnelle. Alors que l'avis de décès, c'est qu'un document d'information. Allez, à très bientôt sur Nexus 6.